Bonjour tout le monde. Mon nom est Martin Vézina. Je suis responsable de communication et affaires publiques à l'Association Restauration Québec, l'ARQ. C'est vraiment avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui porte sur un sujet, je vous dirais, qui est assez régulier dans notre programmation, hein. C'est pas notre premier qu'on porte sur ce sujet, hein, soit les programmes d'aide financière du gouvernement fédéral. Alors, dans celui d'aujourd'hui, on va aller dans une nouveauté. On va vous permettre de connaître un nouveau programme, soit le programme d'embauche pour la relance économique et ses nombreux avantages pour notre industrie. Mais en même temps, on va faire un tour avec la SSUC, parce que notre objectif aujourd'hui, c'est de vous donner les outils pour déterminer lequel des deux programmes, soit la SSUC ou ce nouveau programme d'embauche, qui serait idéal pour votre situation. Oups. Excusez-moi. Voilà. Bon. PowerPoint est parti tout seul. Donc, on est maintenant là, je vous vois. Et donc, justement, des programmes de subvention salariale demeurent essentiels pour la restauration malgré la réouverture. Il y a encore des limites à la capacité des établissements et plusieurs propriétaires ont dû prendre des prêts pendant les mois de fermeture. Donc, nous, pendant ce temps-là, à la RQ, on était encore dans les zones rouges, là où les salles à manger étaient fermées. Et nous, on a travaillé fort là, à revendiquer la prolongation des programmes fédéraux. Et lors du dernier budget fédéral, le gouvernement du Canada a donné suite à nos demandes en annonçant la prolongation de la subvention salariale d'urgence du Canada et celle pour le loyer jusqu'en septembre 2021 avec des modalités, oui, qu'on peut avouer un peu réduites. Mais il y avait une surprise dans le budget avec ce nouveau programme d'embauche pour la relance économique du Canada. Euh, cette nouvelle mesure d'aide permet de rembourser jusqu'à 50 de la masse salariale, et cela jusqu'en novembre 2021. Donc, c'est 2 mois additionnels de plus. Alors, on a regardé un peu de près ces modalités, puis vous allez le faire là, dans les prochaines minutes avec ce webinaire. Vous verrez que dans certains cas, là, ce programme pourrait être beaucoup plus avantageux que le SSUC. Mais ne vous inquiétez pas, il y en a peut-être que ça ne sera pas, mais non, vous pouvez toujours choisir un des deux programmes et cela pour chacune des périodes. Euh, avec l'ouverture de la période 17 là, qui commence incessamment, et c'est là que nous, à la RQ, puis notre partenaire de longue date, le BDO Canada, on trouvait que c'était le moment idéal pour diffuser un nouveau webinaire qui pourrait vous aider justement à optimiser le montant de subvention salariale que vous pourrez obtenir, et cela jusqu'en novembre 2021. Alors ici, dans la prochaine heure, nous vous expliquerons les modalités de la SSUC pour les périodes de 17 à 22, les modalités du programme d'embauche pour la relance économique du Canada, et les critères privilégiés pour le choix d'un programme pour chacune des périodes, ainsi que les calculs pour optimiser son montant de subvention. Évidemment, tout au long du webinaire, il vous sera possible de poser des questions à notre formatrice, hein? Et pour ce faire, il vous faudra ouvrir l'équivalent d'une boîte de contrôle, ainsi que, ainsi, pour ceux qui nous suivent par le biais d'un ordinateur personnel, vous verrez dans le coin supérieur droit une petite flèche orangée, euh, maintenant ici entourée d'une cercle rouge. Vous cliquez sur la petite flèche orange. Une fois ouvert, ça va vous donner une plus grande boîte de contrôle et vous verrez une ligne où il est inscrit question. Vous voyez, l'endroit est indiqué, là, il y a une flèche qui vous indique où c'est. Vous placez ce curseur à cet endroit et vous pourrez envoyer là, vos questions. Au niveau des tablettes, on a une autre interface et sur cette interface, vous trouverez un symbole de point d'interrogation en haut de la page à droite qui a cette même fonction. Aujourd'hui, nous sommes plus de 250 participants actuellement en ligne. C'est quand même achalandé. Il est donc fort probable qu'on ne puisse pas répondre à toutes vos questions, mais je vous dis, on va essayer de le faire le plus possible. Là. Il y a une bonne période de 10 minutes minimalement pour la période de questions. Aussi, à la fin de la présentation, je vous invite à compléter là, un sondage de satisfaction pour recueillir vos commentaires et vos observations. Ça va nous permettre justement de voir si la formule fonctionne bien, si ça a bien répondu à vos attentes et quel sujet vous verrez peut-être dans une éventuelle programmation de webinaire à l'automne.
Donc, pour animer ce webinaire, aujourd'hui, nous pouvons compter sur l'expertise de Mme Cathy Bergeron, comptable professionnelle agréée, directrice générale à la firme BDO Canada. Cathy Bergeron a commencé sa carrière en 1988 chez Fauteuil Bruno Bussière Warden, où elle a occupé diverses fonctions qui lui ont permis d'acquérir, au fil des ans, une vaste expérience en certification, en expertise comptable et en fiscalité. En 1989, elle devient membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et se joint à l'équipe de BDO Canada en juin 2015 lors de la fusion du cabinet où elle était, Fauteuil Bruno Bussière Warden et de BDO. Aujourd'hui, Cathy est responsable du volet de taxes à la consommation ainsi que directrice générale des services de fiscalité et possède ainsi des solides compétences dans l'interprétation des lois fiscales et leur application. Je remercie sincèrement Mme Bergeron de sa participation et je vous laisse maintenant en sa compagnie. Je vous souhaite un bon webinaire. Alors, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais, bougez pas, changer d'acétate. Alors, pour ne pas répéter, là, on va couvrir les sujets que Martin a mentionnés. On va tout de suite d'entrée de jeu aborder le webinaire. Donc, la subvention salariale d'urgence du Canada pour les périodes 17 à 20. Il n'y a pas eu grand changement par rapport aux périodes antérieures, quelques petites modifications. On a toujours, dans le fond, un calcul à deux volets, si je peux dire, un pour les employés actifs et un pour les employés en congé avec solde. Pour les employés actifs, toujours les deux pourcentages, celui de base et le pourcentage compensatoire. Pour les périodes 17 à 20, le pourcentage va baisser progressivement. Donc, si on regarde ça plus en profondeur, pour la période 17, qui couvre les semaines du 6 juin au 3 juillet, le pourcentage maximum est de 40 %. Pour y avoir droit, il faut avoir une baisse de revenus qui va être égale ou supérieure à 50 %. Pour la période 18, qui couvre les semaines du 4 au 31 juillet, le pourcentage baisse à 35 %. Période 19, du 1er août au 28 août, 25 %. Et pour finir, la période 20, qui est du 29 août au 25 %, le pourcentage est de 10 %, le pourcentage maximum. Prendre note qu'à partir de la période 18, pour avoir droit à la subvention salariale d'urgence du Canada, on doit avoir une baisse de revenus supérieure à 10 %. Pour les périodes antérieures, dans le fond, de période 5 aller jusqu'à la période 17, aussitôt qu'on avait une baisse de revenus, on avait le droit à la subvention, mais à partir de la période 18, on devrait avoir une baisse de subvention, une baisse de revenus supérieure à 10 %. Si on n'atteint pas des baisses de revenus plus grandes ou égales à 50 %, on va devoir utiliser une formule pour déterminer le taux de la subvention, le taux de base. Pour la période 17, la formule est, on prend un facteur de 0,8 qu'on va multiplier par la baisse de revenus. Pour la période 18, le facteur passe à 0,875 qu'on va multiplier par la différence entre la baisse de revenus moins 10 %, le fameux 10 % qu'on doit excéder pour la baisse de revenus. Pour la période 19, le facteur passe à 0,625 et pour la période 20, le facteur passe à 0,25. Maintenant, l'autre pourcentage compensatoire, l'autre volet de la subvention pour les employés actifs, pour y avoir droit, on doit avoir une baisse de revenus supérieure à 50 % et le pourcentage compensatoire, le maximum du pourcentage compensatoire pour la période 17, il est de 35 %. Il passe à 25 % pour la période 18, à 15 % pour la période 19 et finalement à 10 % pour la période 20. Pour avoir droit à ces taux maximum-là du pourcentage compensatoire, vous devez avoir une baisse de revenus qui est supérieure à 70 %. Donc, si votre baisse de revenus est inférieure à 70, mais supérieure à 50, vous allez devoir utiliser une formule pour déterminer votre pourcentage compensatoire. Et la formule est la suivante pour la période 17. On utilise un facteur de 1,75 qu'on va multiplier par la différence entre le pourcentage de la baisse de revenus moins 50 %. Pour la période 18, le facteur passe à 1,25. Période 19, il est de 0,75 et finalement, à la période 20,
et le 2,5. Donc, quand on combine les deux taux maximum du pourcentage compensatoire et du pourcentage de base, le montant maximum, le pourcentage maximum de la subvention salariale pour la période 17 va être de 75 de 60 pour la période 18, de 40 pour la période 19 et de 20 pour la période 20. On s'entend que pour atteindre ces maximums-là, il faut, dans le fond, avoir des pourcentages de baisse de revenus quand même assez importants, là, de 70 et plus. Maintenant, pour le calcul de la baisse de revenus, il n'y a pas eu de changement là, par rapport aux périodes antérieures. On doit toujours utiliser les mêmes méthodes qu'on utilisait auparavant, c'est-à-dire qu'à partir de la période 5, on devait faire un choix entre ce qu'on appelle l'approche générale ou l'approche alternative. Donc, ce choix-là que vous avez fait à la période 5, vous le conservez jusqu'à la fin de la subvention à la période 20. Pour ce qui est de l'approche générale, cette approche-là, dans le fond, ce qu'on venait faire, c'est qu'on compare un mois de l'année courante à un mois d'une année précédente. Pour la période 17, le mois de référence, c'est le mois de juin. Donc, on va venir comparer le mois de juin 21 à juin 2019. Pourquoi juin 2019? C'est que le gouvernement a voulu s'assurer quand on compare avec une période antérieure, que ce soit un mois avant la pandémie. Donc, c'est pour ça ici qu'on compare juin 21 avec juin 2019. Et dans mon tableau, vous voyez que je vous mentionne aussi qu'on va regarder mai 21 avec mai 2019. C'est parce que ça fonctionne toujours cette règle-là, c'est-à-dire que la règle déterminative qu'on appelle, c'est que si votre pourcentage de baisse de revenus pour la période précédente, la période actuelle, comme ici, la période, je suis dans la période 17, donc si en période 16, mon pourcentage de baisse de revenus était supérieur à celui de la période 17, je vais utiliser ce pourcentage de baisse de revenus. Pour la période 18, mon mois de référence est juillet. Alors, je compare juillet 21 avec juillet 2019 et je vais toujours aller voir le mois précédent si ma baisse de revenus était supérieure. Période 19, c'est le mois d'août. Période 20, mon mois de référence est le mois de septembre. Par contre, si vous avez choisi d'utiliser l'approche alternative, c'est-à-dire qu'on prend notre mois de la période courante, qu'on va comparer avec une moyenne des mois de janvier et février. Ça, c'est toujours la même moyenne. Si on a fait, je me répète, si on a fait ce choix-là à partir de la période 5, on est tenu par ce choix-là jusqu'à la fin de la subvention, la période 20. Donc, ce sont les mêmes mois de référence et les mêmes règles, c'est-à-dire que je peux toujours aller voir le mois précédent. Si ma baisse de revenus était supérieure, je vais y aller avec ce pourcentage de baisse de revenus-là. Maintenant, le calcul. Comment on fait le calcul de la subvention pour les périodes 17 à 20 pour les employés actifs? On va cumuler, dans le fond, le total du pourcentage de base et du pourcentage compensatoire qu'on va venir multiplier par le moindre de pour chacun des employés et pour les semaines incluses dans la période d'admissibilité. On va aller prendre le moindre de la rémunération admissible versée pour la semaine incluse dans la période d'admissibilité. C'est la semaine là, vraiment incluse dans la période là, qui est travaillée dans cette période-là, ou 1129. On a un troisième élément à regarder si on est dans le fond en présence d'un employé qui a un lien avec l'employeur admissible. On va avoir besoin de la rémunération de base de cet employé-là. Une fois qu'on a cumulé tous les montants pour les 4 semaines de la période et tous les employés admissibles, de ce total-là, on va venir déduire, si jamais on a des employés qui participent à un programme de travail partagé, on va venir réduire du montant de la subvention les montants reçus par ces employés. Je vous mentionnais d'entrée de jeu qu'on avait toujours là, deux calculs, un calcul pour les employés actifs et un calcul pour les employés en congé avec solde ou les employés mis à pied temporairement. Donc, pour ces employés-là, le calcul de la subvention, on n'utilisera pas un taux compensatoire ou un taux de base. La subvention va correspondre, dans le fond, au moindre de la rémunération versée pour chacune des semaines incluses dans la période à l'employé mis à pied temporairement ou
Pour les périodes 11 à 19, on va prendre le plus élevé de deux choses. Donc, le plus élevé de 500 ou le moins élevé de 50 de la rémunération de base de l'employé et 595. Prendre note qu'à partir de la période 20, on n'a plus de subvention salariale pour les employés mis à pied temporairement. Également, si vous avez un employé mis à pied temporairement qui a un lien de dépendance avec l'employeur admissible, mais cet employé-là, s'il n'a pas de baisse de rémunération, on n'aura pas, dans le fond, de subvention salariale pour cet employé-là. Puis, autre critère, pour avoir droit à la subvention salariale pour les employés mis à pied temporairement, votre pourcentage de baisse de revenus, le pourcentage de base ou le pourcentage compensatoire, doit être supérieur à 0. Du total des montants là, pour tous les employés mis à pied temporairement dans la période d'admissibilité, on va venir ajouter les montants que l'employeur aura versés à titre de cotisation à l'assurance emploi, RRQ, RQAP, payés sur les salaires des employés admissibles en congé payé. Je vous ai parlé là, à quelques reprises de la rémunération de base. Qu'est-ce que c'est la rémunération de base? La rémunération de base, c'est une moyenne hebdomadaire qu'on va venir faire. En vertu de la loi, on va faire une moyenne hebdomadaire des montants versés aux employés pour la période du 1er janvier au 15 mars 2020. Il y a un choix qui est possible d'être fait par l'employeur admissible, choix qui va être fait par employé. On peut faire un choix différent pour chacun des employés et on peut faire un choix différent aussi par période d'admissibilité. Le choix qu'il est possible pour la période 17, on va pouvoir prendre une autre période qui est la période du 1er mars au 30 juin 2019 et une troisième période va s'ajouter pour les périodes 17 à 20, c'est-à-dire du 1er juillet au 31 décembre 2019. Dans le calcul de cette moyenne hebdomadaire-là, si vous avez des périodes de 7 jours consécutifs pendant lesquels l'employé n'a pas reçu de rémunération, on va exclure ces semaines-là du calcul de la moyenne. Donc, la rémunération de base ne vise pour les périodes 17 à 20 que les employés qui ont un lien de dépendance avec l'employeur admissible et les employés en congé avec solde. À noter que si jamais vous avez des employés que pour la période, dans le fond, du 1er juillet au 15 mars 2020, ils n'ont pas reçu de rémunération de votre part, mais ils étaient sur le programme d'assurance emploi en vertu d'un congé parental, un congé de maladie, ou ils étaient aidants à titre aidants naturels. Donc, vous ne les avez pas rémunérés, mais ces employés-là ont reçu des prestations d'assurance emploi. Il va être possible de faire un calcul pour ces employés-là d'une rémunération de base. Donc, ils pourraient être admissibles à la subvention salariale. Les délais pour produire vos demandes de subvention pour les périodes 17 à 20, on doit produire les demandes, que ce soit une demande originale ou une modification d'une demande. Le délai à respecter, on doit produire au plus tard dans les 180 jours, suivant la fin de la période d'admissibilité. Concrètement, ça représente quel moment? À partir de pour la période 17, le délai est le 30 décembre 2021. Pour la période 18, il est le 27 janvier 2022, période 19, 24 février 2022 et la période 20, il est du 24 mars 2022. À quel moment vous devez inclure les subventions salariales dans vos revenus aux fins d'imposition? La subvention, elle est réputée reçue le dernier jour de la période d'admissibilité. Donc, ce n'est vraiment pas le moment où vous encaissez la subvention, mais c'est vraiment la date de fin de période. Donc, vous devez inclure toutes les périodes, toutes les fins de période qui sont incluses dans votre année d'imposition. Ceci couvre, dans le fond, la mise à jour pour la subvention salariale pour les périodes 17 à 20. Maintenant, pour le nouveau programme d'embauche pour la relance économique, le PEREC, ce programme-là
dans le fond, pour répéter un peu ce que Martin a dit, vient soutenir les employeurs admissibles et ça peut atteindre jusqu'à un pourcentage de 50 qu'on va appliquer ce qu'on appelle sur une rémunération totale supplémentaire qui va avoir été versée pendant la période du 6 juin au 20 novembre 2021. Ce taux de subvention-là est de 50 à partir de la période de demande 17 et on va voir une diminution progressive jusqu'à la période 22, diminution commençant à partir de la période 20. Donc, pour la période 17, le taux de dans le fond, la période 17, 18 et 19, le taux de la subvention PEREC est de 50 il passe à 40 à la période 20, il passe à 21 à la période, à la période 21, il passe à 30 et à la période 22, il passe à 20 Donc, vous remarquez que pour les périodes 17 à 19, le taux est à 50 Dans l'optique où vous envisagez d'embaucher ou de réembaucher des employés et avec là, les passages de zone, dans le fond, rouge, orange à jaune à verte, donc, dans la mesure du possible, si vous pouvez embaucher vos employés le plus rapidement possible, étant donné que le taux du PEREC est à 50 pour 3 périodes, vous auriez avantage à le faire. Quelles sont les entités admissibles au programme, dans le fond, ce qu'on appelle les entités de relance admissibles? Ce sont les mêmes, dans le fond, si une entité est admissible à la subvention salariale d'urgence du Canada, elle va être admissible au PEREC à une exception près. Pour les sociétés imposables, dans le fond, la société doit être une société privée sous contrôle canadien. Qu'est-ce que c'est une société privée sous contrôle canadien? Si je prends une définition par la négative, on va dire que c'est une société qui n'est pas contrôlée par des non-résidents ou par une société publique. Contrôlée, dans le fond, c'est que les actionnaires ne doivent pas avoir plus de 50 et plus de 50 des actions votantes. Les principales exclusions de la subvention PEREC des entités, ça va être les sociétés exonérées de l'impôt. Les sociétés dont plus de 50 de la juste valeur marchande des participations vont être détenues par une entité qui est non déterminée. Les critères d'admissibilité sont les mêmes qu'aux fins de la subvention salariale d'urgence du Canada. Dans les détails, si on veut, ou en rappel, les demandes doivent avoir été faites dans les délais prescrits. Il y a une attestation par le particulier ayant la responsabilité principale des activités financières qui devra être complétée pour chacune des périodes. L'entité doit avoir un compte de retenue sur la paie en date du 15 mars 2020 ou encore une autre personne ou une société de personnes effectuait des versements de DAS à son nom, c'est-à-dire un fournisseur de services pour la paie. Ici, dans le fond, je voulais faire un lien entre la PEREC et la subvention salariale, les principes clés qui sont applicables aux deux programmes de subvention. Donc, on a la période de référence actuelle, ce que je l'appelais tout à l'heure mon mois de référence. Dans mon exemple, la période 17, là, c'était le mois de juillet. Donc, c'est les mêmes choses. Et la période de référence antérieure également, c'est la même chose aux fins du PEREC ou la subvention salariale. Pour le pourcentage de baisse de revenus, c'est le même calcul qu'on va faire aux fins du PEREC que de la subvention salariale avec les mêmes méthodes, les mêmes choix. Il n'y a pas de changement. Si on avait choisi la comptabilité de caisse, on continue avec ça. Il n'y a pas de changement pour le PEREC. Les définitions de revenus admissibles, employés admissibles et rémunération admissible sont les mêmes. Encore là, à quelques exceptions près. Pour la définition d'employé admissible, je vous répète, c'est la même chose que la définition de la subvention salariale. Par contre, aux fins du PEREC, on n'inclut pas les employés en congé avec solde. On se souvient, dans la subvention salariale, je vous disais, on a deux calculs pour les employés actifs puis pour les employés en congé avec solde. Mais pour le PEREC, on va tenir compte seulement des employés actifs. Petite précision, quand on parle de congé avec solde ou d'employés mis à pied temporairement, les congés annuels, les congés de vacances annuels, les congés de maladie ou les congés sabbatiques
ce n'est pas considéré comme des congés annuels. Donc, ces employés-là vont être admissibles au PEREC. Puis, au fin de la subvention salariale, ils vont être considérés comme des employés actifs. Au fin de la rémunération admissible, c'est la même définition. Je voulais juste vous faire un rappel. Dans le fond, on va tenir compte des montants pour lesquels l'employeur est tenu de retenir ou déduire des montants. C'est ce qui est considéré comme la rémunération admissible. Ceci exclut les indemnités de départ et certains avantages imposables. Dans votre cas, en tant que restaurateur, on inclut toujours les pourboires contrôlés et les pourboires déclarés. Et c'est vraiment la rémunération qui est relative aux semaines incluses dans la période visée. Pour la période 17, si je reviens, là, ce sont les périodes du 6 juin au 3 juillet. Donc, c'est vraiment la rémunération pour ces semaines-là travaillées. Et au moment où vous faites la demande, le salaire doit avoir été versé pour ces semaines de travail-là. Un petit rappel pour le PEREC, les conditions. On doit avoir une baisse de revenus pour être admissible. Peut-être une petite différence entre le PEREC et la subvention salariale. Le pourcentage de baisse de revenus pour la subvention salariale, il vient déterminer votre taux de subvention. Alors que pour le PEREC, il ne vient que déterminer votre admissibilité. On se souvient, au niveau du PEREC, les taux sont fixes, 50 40 30 et 20. On fait un calcul de baisse de revenus, le même calcul que pour la subvention salariale, c'est-à-dire qu'on utilise soit l'approche générale, la méthode générale, le mois avec mois, on compare un mois avec un mois de 2 années différentes, ou la méthode alternative, l'approche alternative, c'est-à-dire que le mois avec la moyenne de janvier-février. Au niveau de la baisse de revenus, on se rappelle, pour la période 17, on doit avoir une baisse de revenus supérieure à 0. Et pour les périodes 18 à 22, la baisse de revenus doit être supérieure à 10 pour pouvoir être admissible au programme de PEREC. Maintenant, une fois qu'on a vu les critères d'admissibilité, les particularités, etc., comment qu'on le calcule, cette fameuse subvention-là? On va prendre, dans le fond, on va venir calculer une rémunération supplémentaire admissible et de ce montant-là, on va multiplier le taux de la subvention. Maintenant, comment qu'on calcule la rémunération supplémentaire admissible? C'est la différence, bien entendu, entre deux choses. La première chose, c'est la rémunération totale de la période actuelle. Donc, en période 17, je prendrai ma rémunération totale de mes employés admissibles pour les 4 semaines de la période 17. Je fais le total de ce montant-là. Je vais venir soustraire de ce montant-là la rémunération totale de la période de base qui correspond à la période 14, c'est-à-dire pour les semaines du 14 mars au 10 avril 2021. Donc, je vais prendre ma rémunération totale de la période actuelle, je vais soustraire la rémunération totale de la période de base et ce résultat-là va me donner ma rémunération supplémentaire admissible. Pour le calcul de la rémunération totale de la période actuelle ou de la période de base, dans le fond, les mêmes principes sont les mêmes, c'est-à-dire que c'est la totale des sommes de chaque employé admissible pour les semaines visées par la période. On va venir prendre, dans le fond, le moindre de 1129, la rémunération admissible de l'employé pour ces semaines, par semaine, pour ces semaines-là. Et toujours, pour un employé avec un lien de dépendance, on va devoir, dans le fond, aller prendre en considération la rémunération de base. Et un rappel, pour les employés en congé payé, on ne l'en tient pas compte, donc c'est 0 pour ces employés-là. Pour la subvention PEREC, vous avez remarqué dans le fond qu'on a 2 périodes supplémentaires. La subvention salariale se termine à la période 20, alors que la PEREC continue pour les périodes 21 et 22. Pour le PEREC, dans le fond, pour calculer votre baisse de revenus pour les périodes 21 et 22, dans le fond, vous faites les mêmes calculs, les mêmes méthodes que vous faisiez pour la subvention salariale. On continue la même chose pour les périodes 21 et 22. La règle déterminative, c'est-à-dire la fameuse règle qui faisait en sorte que je peux prendre la baisse de revenus la plus élevée entre ma période actuelle ou ma période précédente, elle s'applique toujours, mais il va falloir prendre en considération qu'à partir de la période 18,
jusqu'à la période 22, la baisse de revenus doit être supérieure à 10 pour pouvoir, dans le fond, bénéficier de la subvention PEREC. Donc, si on met des chiffres pour, dans le fond, bien comprendre cette règle déterminative-là, là, pour savoir quand est-ce que ça va s'appliquer, quand est-ce que je vais pouvoir, dans le fond, admissible au PEREC, puis avec le seuil de 10 pour les périodes 18 à 22. Donc, dans mon tableau, si on regarde la période 17, pour ma période, mon mois, dans le fond, ma période actuelle, mon mois de référence actuel, j'ai une baisse de revenus de 5 Je regarde mon mois précédent, j'ai une baisse de revenus de 15 Donc, étant donné que je peux prendre le plus élevé des deux, j'ai 15 de baisse de revenus pour ma période 17, donc supérieure à 10 je me qualifie pour le PEREC et également pour la subvention salariale. Période 18, j'ai une baisse de revenus dans cette période-là de 8 Je regarde la période précédente, j'avais 5 donc ni une ni l'autre, je suis en haut de 10 je ne me qualifierai pas pour le PEREC et la subvention salariale. Pour période 19, j'ai une baisse de revenus de 12 dans mon mois actuel. La période précédente, j'avais 8 mais comme mon mois actuel, j'ai 12 de baisse de revenus, je suis supérieur à 10, je me qualifie. Période 20, dans les deux cas, je suis supérieur à 10 il n'y a pas de problème, c'est un go. Période 21, ma période actuelle, je suis à 5 mais le mois précédent, j'étais à 15 de baisse de revenus. Je passe le seuil de 10 je me qualifie pour le PEREC et la subvention salariale. Période 22, dans les deux cas, que ce soit la période actuelle ou la période précédente, je n'ai pas une baisse de revenus qui est supérieure à 10 on ne se qualifiera pas. Maintenant, comment vous pourrez faire votre demande du PEREC? C'est également via mon dossier d'entreprise ou via un formulaire en ligne ou encore par votre représentant professionnel qui, lui, va utiliser le représentant client et qui pourra faire votre demande en votre nom. On fait une demande distincte comme pour chaque période, comme pour la subvention salariale. Les délais pour les périodes 17 à 20 sont les mêmes que pour la subvention salariale. Pour la période 21 pour le PEREC, le délai va être le 21 avril 2022 et pour la période 22, le délai est le 19 mai 2022. Ceci fait le tour du programme du PEREC. Maintenant, le choix entre le PEREC ou la subvention salariale, comment on va procéder, comment ça fonctionne? Au fin de la loi, on est venu, dans le fond, vous imposer comme, dans le fond, une obligation, si je peux dire, c'est que si la subvention salariale est supérieure ou égale au montant du PEREC, vous allez devoir demander la subvention salariale. Ce qui me fait penser que vous n'aurez pas le choix pour chacune des périodes de faire les deux calculs. Par contre, si le montant de la PEREC est supérieur à la subvention salariale, c'est le PEREC que vous allez devoir demander. Et quand vous faites vos demandes, supposons un exemple pour la période 17, que c'est le programme PEREC qui était plus important, je demande le PEREC. À la période 18, c'est pas parce que j'ai demandé le PEREC à 17 qu'obligatoirement je vais demander le PEREC à la période 18. Il faut vraiment qu'à chaque période, vous fassiez l'exercice de déterminer si le montant de la subvention salariale est plus élevé que le PEREC, plus élevé ou égal. Je voulais, dans le fond, vous faire un rappel là, sur les similitudes, sur les différences entre la subvention salariale et le PEREC. Au niveau des périodes, on l'a constaté, au niveau du PEREC, on a 2 périodes supplémentaires, ça va de 17 à 22, alors qu'au niveau de la subvention salariale, c'est de 17 à 20. Au niveau de la rémunération admissible, même calcul, même chose. Seule exception, pour la subvention salariale, on prend et les employés actifs et les employés en congé avec solde, tandis que pour le PEREC, c'est seulement les employés actifs. Au niveau de la baisse de revenus, la même chose pour les deux programmes. Période 17, une baisse de revenus supérieure à 10 Période 18, à 20, une baisse de revenus supérieure à 10 Je pense que je me suis trompée. Période 17, c'est supérieur à 0 Le taux de la baisse de revenus. Pour la salariale, on y va, le taux est déterminé en fonction de la baisse de revenus, alors que pour le PEREC, c'est un taux fixe. Ce qui est des remboursements pour le RPC, le RQAP et l'assurance emploi,
c'est seulement aux fins de la subvention salariale pour les employés en congé avec solde. Et la déduction qu'on fait là, pour les employés qui seraient, dans le fond, qui participent à un programme de travail partagé, ce n'est qu'aux fins de la subvention salariale qu'on va le prendre en considération. On va y aller avec un exemple pour voir, dans le fond, c'est quoi le résultat de ça, puis comment on va faire là, pour déterminer qu'est-ce qui est plus avantageux pour l'entité admissible. Dans mon exemple, on est à la période 17, la période du 6 juin au 3 juillet. Pour cette période-là, ma rémunération totale, ce qu'on appelle la rémunération totale de la période actuelle, est de 40 197. Ma rémunération totale de la période 14, la fameuse période de base, est de 16 200. Donc, on se rend compte là, que moi, rendu à la période 17, il y a eu réouverture, etc. J'ai embauché des employés. C'est ce qui fait que j'ai une augmentation de ma rémunération. Dans mon exemple, je n'ai aucun employé en congé avec solde pour les deux périodes, ma période actuelle ou ma période de base. Mon pourcentage de baisse de revenus est de 39,02, ce qui fait que mon taux de subvention est de 31,22. C'est-à-dire que je prends la formule parce que, étant donné que ma baisse de revenus, elle était inférieure à 50 je n'ai pas le droit au compensatoire et je n'ai pas le droit au maximum de la subvention de base. Donc, je vais être obligée d'utiliser la formule du 0,8 fois mon 39,02 qui me donne mon 31,22. Mon taux de PEREC pour la période 17 est de 50 Donc, quand je regarde ça, je me dis, c'est peut-être la PEREC qui est plus avantageuse, mais vous allez voir que non. Si on regarde les résultats, pour ma subvention salariale, ça me donne une subvention de 12 548. Comment j'arrive à ce chiffre-là? Dans le fond, c'est mon taux de subvention, mon 31,21, que j'ai multiplié à mes rémunérations totales pour la période 17 au 40 197. Pour le PEREC, je suis venue calculer ma rémunération supplémentaire, c'est-à-dire ma différence entre ma rémunération pour ma période 17, mon 40 197, duquel j'ai soustrait ma rémunération de base, qui est la rémunération pour la période 14, le 16 200, qui me donne une rémunération supplémentaire de 23 997. Je viens appliquer mon taux de 50 je suis à 11 998. Donc, on aurait pu penser que parce que le taux de PEREC est à 50, c'est le PEREC qui aurait été plus avantageux, mais non, c'est quand même la subvention salariale. Il ne faut pas oublier que la subvention salariale, même si mon taux est plus bas, il s'applique au total de ma masse salariale, mes salaires admissibles pour ma période 17, alors que le PEREC, c'est seulement sur une différence entre deux choses. J'ai voulu pousser ça un petit peu plus loin parce que honnêtement, je pense pas qu'il y ait de recette magique ou de formule magique pour déterminer est-ce que c'est le PEREC, est-ce que c'est la subvention salariale. Bien entendu, si vous êtes comme en période 17 au maximum de la subvention salariale, c'est-à-dire que vous avez un taux de subvention de 75 on voit bien ici, là, dans le fond, c'est mon exemple que je reprends là, avec mes mêmes totals de rémunération là, pour mes périodes 14 et 17. Donc, c'est sûr que si j'ai un pourcentage de subvention salariale de 75 là, ça va être plus avantageux. Donc, vous voyez que c'est à partir du moment où j'ai une baisse de revenus de 35 que, dans le fond, le PEREC va devenir, dans le fond, plus avantageux que la subvention salariale. Donc, ça prend quand même un certain temps avant que le PEREC rentre en ligne de compte pour la période 17. Mais je vous dirais, là, c'est ça, plus votre taux de subvention salariale est élevé, il y a des bonnes chances que vous soyez dans la subvention salariale. Et plus aussi, là, votre différence entre votre rémunération de la période actuelle et la période de base va être élevée. Ça peut avoir là, des incidences sur le calcul. Peut-être un indicatif aussi, quand j'analysais les résultats, puis je regardais ça, je me disais, bon, si je prends mon résultat de PEREC, qui est de 11 999, on se souvient, là, dans le fond, mon 11 999, c'est mon 50 de 23 997. Donc, ma subvention est de 11 999. Si je compare ça dans le fond, mes totals de salaire admissible pour ma période 17 à mon 40 197, ça me donne une subvention de 29,84.
Donc, c'est pour ça, là, quand on regarde avec la subvention salariale, ma subvention salariale, quand j'ai une baisse de revenus de 35 j'ai une subvention de 28. Fait que c'est là, là que, oups, c'est le PEREC qui tombe parce que mon PEREC me donne à peu près 29,84 là, de subvention sur mon total de mes salaires admissibles. J'ai continué l'exercice. Étant donné que la subvention du PEREC baisse, puis qu'elle est à 50 pour les 3 premières périodes, je me suis dit, ben, je vais regarder voir quel est l'impact parce que la subvention salariale baisse, elle. Euh, donc, en période 18, la subvention salariale, elle est au maximum de 60 si j'ai droit au taux compensatoire et au taux de base. Là encore, j'ai, dans le fond, augmenté ma masse salariale, ce qui fait que ma différence, là, ma rémunération supplémentaire, elle a encore augmenté. Mais comme vous voyez, quand j'ai un taux de subvention élevé, c'est encore la subvention salariale qui est avantageuse. Mais hop, ici, quand j'atteins un taux de baisse de revenus, là, c'est à 50 j'ai, dans le fond, je tombe sur le PEREC. Fait que ça arrive plus vite à la période 18 où c'est le PEREC qui va rentrer en ligne de compte. Je continue l'exercice à la période 19 où la subvention salariale, le maximum, tombe à 40 Le PEREC est toujours à 50 Donc, vous voyez, whoop, le PEREC va rentrer plus vite, là, avantageux que la subvention salariale. Aussitôt que j'ai des baisses de revenus de 60 et moins, c'est le PEREC qui est plus avantageux. Et pour finir, à la période 20, la dernière période de la subvention salariale, où j'ai le taux maximum de 20 mais là, vous voyez que c'est pas mal le PEREC qui est plus avantageux. Puis surtout, dans mon exemple, là, j'avais dans le fond une bonne augmentation de ma masse salariale, puis mon taux de PEREC est à 40 Donc, c'est ce qui fait là, que le PEREC va être plus avantageux. Pour les périodes 21 et 22, je n'ai pas fait d'exemple parce que la subvention salariale n'est plus en vigueur, puis on est à 30 et 20 pour le PEREC. Donc, je vous dirais qu'il n'y a pas de formule magique, mais idéalement, c'est pour les périodes, dans le fond, 17 à 20, ça va être de faire les deux calculs pour vous assurer que vous allez chercher le maximum de ce qui vous revient. Puis d'autant plus qu'en vertu de la loi, si la subvention salariale est plus élevée ou égale au PEREC, vous devez demander la subvention salariale. Pour terminer, je voulais juste vous faire un rappel, faire une comparaison des taux de la subvention salariale versus le PEREC. Période 17, la subvention salariale, le maximum du taux est à 75 On se souvient, ça, c'est quand on atteint des baisses de revenus de 70 et plus, puis qu'on a droit à la base et au compensatoire, donc 75 versus 50. Par contre, si on n'a pas le droit de la compensatoire, le maximum est de 40, 50. Période 18, le maximum de la subvention salariale est de 60 versus 50. Période 19, 40 versus 50. Si je continue, période 20, c'est là qu'on voit là, que le PEREC commence à être plus avantageux parce qu'on est à 40 versus 20, puis 21 et 22, on n'a plus de subvention salariale, à moins qu'ils décideraient de la prolonger. Également, j'ai testé la feuille de calcul sur le site de l'ARC. Elle est disponible pour les périodes 17 à 22. Et dans le fond, elle fait les deux calculs. Une fois que vous avez tout rentré les données dans les feuilles là, sur les rémunérations hebdomadaires ou bi-hebdomadaires, donc quand vous remplissez toutes les cases, les calculs se font. Il y a même un onglet là, pour la période 14 pour que vous rentriez les données. Donc, la feuille de calcul fait tout pour vous. Elle va calculer la subvention salariale et le programme de PEREC. Et à la fin, dans un des derniers onglets, vous avez un sommaire, c'est ce que vous voyez à l'écran. Alors, celui-ci vous dit, dans le fond, ton montant de subvention salariale, dans l'exemple que j'ai ici, était de 16 884, puis la PEREC était de 18 164. Donc, dans ce cas-ci, je vais aller demander la PEREC, la plus élevée des deux. Puis aussi, dans le même sommaire, vous avez toutes les informations que vous allez avoir de besoin, que ce soit la subvention salariale ou le PEREC, tous les chiffres là, que vous aurez besoin avec les lignes nécessaires quand vous allez devoir remplir votre demande de subvention. Vous l'avez ici pour la subvention salariale et aussi on vous le donne pour le PEREC. Fait que voici, ça couvre la présentation sur les deux programmes. Je vous remercie de votre attention. Je suis consciente, là, c'est beaucoup de chiffres, beaucoup de données. J'espère que j'ai éclairci. Et puis, on peut passer aux questions s'il y a des questions. Alors, merci Cathy de cette présentation. Et oui, on a reçu quelques questions.
Et je vois qu'il y en a déjà deux autres qui sont rentrés depuis qu'on a arrêté. Donc, les premières questions, SSUC, pour donner un thème, est-ce que les comparables de revenus pour les périodes 15 et 16 sont aussi 2021 versus 2019 ou c'est 2021 versus 2020? Période 15 et 16, dans le fond, ça se trouve, dans le fond, le mois d'avril. Pour la période 15, c'était le mois d'avril 21 qu'on va comparer à avril 2019. Puis la même chose pour mai. Dans le fond, ce que je peux dire, c'était à partir de la période 14, qui était le mois de mars, on comparait avec mars 2019 parce que la pandémie a commencé en mars 2020. Donc, dans le fond, c'est à partir de mars qu'on va comparer mars 2021, on va comparer avec mars 2019 et ainsi de suite pour l'année 2021. Toujours sur les SSUC, était écrit que pour les périodes 17 à 20, seuls les employés avec lien de dépendance seraient admissibles. Ne serait-ce pas l'inverse? J'ai pas mentionné que seuls les employés avec lien de dépendance vont être admissibles. C'est-à-dire que quand on a un employé avec lien de dépendance, pour qu'il soit admissible, cet employé-là, il doit avoir une rémunération de base, la fameuse moyenne qu'on calcule là. Si cet employé-là n'a pas de rémunération de base, dans le fond, il ne sera pas admissible parce qu'on prend le moindre de trois choses, la rémunération versée pour la période, le 1129 et la rémunération de base. Donc, si on n'en a pas ces zéros, le moindre va être zéro. Hein? Donc, sur le PEREC, maintenant, quand on paye un bonus, est-ce que ça entre dans le calcul de la rémunération? Pour les bonnies, tant pour la subvention salariale que pour le PEREC, ce que l'ARC est venu spécifier, c'est qu'il faut regarder le boni, quelle est la période de référence de ce boni-là. Je vais vous donner un exemple. Si en janvier 2021, je verse, ou ben, si on est dans le PEREC, mettons, on est à période 17, donc je suis en juin 2021, je verse un boni à un employé parce que mon exercice financier, moi, me se termine le 31 mai 2021, puis c'est basé, dans le fond, sur les résultats de mon exercice financier de 31 mai 2021. Donc, il faudrait que je répartisse le boni sur les semaines. Dans le fond, on va prendre en considération que le boni était pour l'exercice qui se finit le 31 mai 2021, donc du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Je prendrais mon boni que je répartirais sur ces semaines-là. C'est ces montants-là que je vais venir appliquer dans les salaires, dans les périodes admissibles. Je vais prendre ces périodes-là. Ce ne sera pas la totalité du boni qui va être inclus dans une semaine. Il va falloir vraiment que je le répartisse sur les semaines. Au niveau des critères d'admissibilité PEREC, on a une petite situation, là, on dit que les critères mentionnent que les organismes publics ne sont pas admissibles. Mais si on a un comptoir de restauration qui fait partie d'une OSBL liée à une municipalité, donc un organisme à but non lucratif qui est lié à une municipalité, est-ce que ça serait admissible ou pas? Il y a des exceptions, là. Il y a des entités, dans les OBNL, il y a des entités qui sont admissibles. Là, c'est parce qu'il faudrait voir, je n'ai pas tous les détails, mais il faudrait que vous informiez, parce que là, si effectivement il y a une municipalité qui est un organisme public, c'est possible là, que l'entité ne soit pas admissible pour le PEREC. Là. Ça dépend quel contrôle a la municipalité là, par rapport à l'organisme à but non lucratif. Là. OK. Dans le cadre du PEREC, la période de base pour la rémunération de base est toujours la période 14, c'est toujours la même période. Toujours, ça c'est fixe. On ne change pas de période. Dans le fond là, pour de la période 17 jusqu'à 22. C'est toujours ce cumulatif de la période 14-là qu'on va conserver quand on va comparer. OK. Pour avoir accès au PEREC, quand faut-il embaucher une nouvelle personne? Ben, dans le fond, si vous l'embauchez maintenant, elle va être admissible, là, si c'est un employé admissible, etc. Puis, dans le fond, pour avoir le droit au PEREC, il y a les autres critères. Il faut avoir une baisse de revenus pour la période 17 supérieure à 0. Pour la période 18 et 22, il faut avoir une baisse de revenus supérieure à 10. Mais prenons pour acquis que tous ces critères-là sont rencontrés, puis vous embauchez quelqu'un. C'est-à-dire que cette personne-là oui, va être admissible, mais c'est dans le fond, c'est qu'on va comparer avec ce que vous aviez de rémunération à la période 14. Puis si au global,
votre total de rémunération est plus élevé, vous êtes admissible au PEREC, mais vous demeurez quand même admissible à la subvention salariale. Il faudra voir lequel des deux programmes serait le plus avantageux. Dans les tableaux comparatifs entre le SSUC et la PREC, là, il y avait la case pourcentage de baisse. Qu'est-ce que ça veut dire et comment on le calcule? Ça, c'est le pourcentage de baisse de revenus, le calcul que vous faites quand vous prenez un exemple. Si je prends ma période 17, mon mois de référence était le mois de juin 2021. Je compare mon mois de juin 21 à juin 2019. Si ma baisse de revenus, c'est ça, là, je vais calculer ma différence, ma baisse de revenus. Et aussi, si pour la période précédente, le mois de mai, ma baisse de revenus était plus élevée, je prends ce montant des deux-là. C'est les mêmes que le calcul que vous faites en vertu de la subvention salariale là, pour calculer vos baisses de revenus. Là. Vous comparez un mois avec le mois de 21 avec le mois de 2019, ou si à la période 5, vous avez choisi de comparer le mois avec la moyenne de janvier-février, c'est le calcul que vous allez devoir faire. Participant nous demande de répéter l'information qui stipule les raisons pour lesquelles nous sommes obligés de demander la SSUC en vertu de la loi. C'est qu'en vertu de la loi, ce qu'on vient dire, c'est que si la subvention salariale, le montant de subvention salariale que vous avez droit pour une période de 17 à 20, parce qu'on s'entend que la subvention salariale finit à la période 20, si le montant de la subvention salariale que vous avez droit est plus élevé ou égal au montant du programme PEREC, vous devez demander la subvention salariale. Puis dans la loi, c'est même indiqué que le montant de PEREC va être réputé zéro. Est-ce que le PREC est pour tous les employés déjà à l'emploi ou seulement les employés engagés après le 6 juin 2021? Dans le fond, le PEREC, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que, dans le fond, vous allez comparer votre masse salariale entre la période actuelle et la période 14. Donc, ce n'est pas nécessairement des nouveaux employés, ça peut être des anciens employés que, dans le fond, vous aviez remercié temporairement parce que vous avez dû fermer et que, dans le fond, vous n'étiez pas en mesure là, de continuer à les rémunérer. Donc, vous les avez remerciés, puis ils reviennent travailler à partir de la période 17. Dans le fond, c'est correct. Là. On ne fait pas la notion de il faut que ça soit vraiment un nouvel employé. Ce qu'on regarde, dans le fond, c'est est-ce que votre total de rémunération admissible entre la période, dans le fond, pour les périodes 17 à 22 comparé à la période 14, ont augmenté. Puis toujours ça en excluant les salaires là, pour si jamais vous aviez des employés en congé avec solde, on va exclure ça. Est-ce que les vacances versées seront admissibles au SSUC ou au PREC? Pour les vacances versées, c'est toujours les mêmes règles, c'est-à-dire que si c'est un employé qui prend ses vacances annuelles, puis qu'ils sont payés, c'est admissible. Là où on ne les prend pas en considération, je vais vous donner un exemple. J'ai un employé qui a des vacances accumulées, qui décide, dans le fond, de ne pas les prendre, dans le fond, de continuer de travailler, de travailler, un exemple, 40 heures semaine, puis qui demande à son employeur, bien, moi, mes vacances accumulées, je veux que tu m'y payes. À ce moment-là, ce montant-là qui est payé, lui, il n'est pas admissible. Là. Donc, c'est vraiment il faut vraiment que les vacances soient prises, dans le fond, en congé. Là. Si les vacances sont rémunérées puis l'employé continue à travailler, la portion qui représente les vacances cumulées n'est pas admissible. Une question qui revient beaucoup, là, c'est les entreprises saisonnières, les entreprises ou peut-être des entreprises complètement fermées. Si les entreprises n'avaient aucune rémunération à la période 14, elles sont-elles admissibles tout de même au PEREC? Ben oui, votre base de rémunération pour la période 14 est zéro. Donc, votre augmentation va être d'autant plus grande. Là. Donc, ça va régler beaucoup. La question, ça, je pense que c'est une crainte pour plusieurs. Donc, concernant les pourboires contrôlés, non contrôlés, il y a un montant qui est admissible à la rémunération admissible. Pouvez-vous juste repréciser? Bien, ça, dans le fond, c'est en vertu de, j'ai pas le détail avec moi, mais je sais qu'au niveau du Québec, dans le fond, quand vous calculez les déductions à la source,
vous devez prendre en considération les pourboires, dans le fond, qui sont les pourboires contrôlés et les pourboires, je me souviens plus du terme, là, mais vous devez retenir des montants là, à la source du RRQ, etc., du RQAP, c'est sur ces montants-là. Donc, ce sont les mêmes règles, là. Donc, si vous avez à faire des retenues à la source sur ces montants-là, bien, aux fins de la subvention salariale et du programme du PEREC, ces montants-là font partie de la rémunération admissible. Est-ce que les périodes pour le calcul de la rémunération de base pour les SSUC sont les mêmes ou elles ont changé? Je ne suis pas sûre que je comprends bien la question, mais Ben, la la rémunération de période, base, peut-être pour les la personnes rémunération de liées base ou ou OK. la rémunération de euh, base. La rémunération de base, dans le fond, pour le calcul de la subvention salariale, dans le fond, ben, pour le calcul de la subvention salariale ou le PEREC, c'est les mêmes périodes. C'est, dans le fond, un exemple, si je fais un calcul au fin de la subvention salariale, puis pour un employé, je fais un choix. Un exemple, j'étais à la période 17, puis au lieu de prendre la période du 1er janvier au 15 mars, pour un employé, je décide de prendre la période du 1er juillet au 31 décembre, parce que c'est un employé lié à l'employeur. Bien, au fin du PEREC, je vais prendre la même chose. Là. Je ne pourrais pas faire un autre choix. Là. Je suis vraiment tenue par les mêmes choix là, dans les deux programmes. Euh, Attendez. Est-ce qu'il faut calculer par employé ou globalement là, pour la rémunération différentielle pour le PEREC? Il faut vraiment faire un calcul employé par employé. Puis moi, je vous conseille d'aller utiliser la feuille Excel sur le site de l'ARC. Je l'ai testée, puis elle est vraiment bien faite. Pourquoi il faut le faire employé par employé? Bien, c'est sûr que je vous dis ça parce que il y a le fameux seuil de 1129 par semaine. Bien entendu, si vos employés ne dépassent pas ce seuil-là, vous pourriez toujours faire un calcul global, mais en tout cas, moi, je vous dirais, utilisez la feuille de l'ARC. Elle est bien faite, là, puis quand même assez facile d'utilisation. Je reviens au boni. Comment les répartir sur des mois passés qui sont déjà déclarés subventions reçues? Parce Vous que sur des pouvez, quand mois j'ai où mentionné, ouais, ils ont déjà déposé leur demande. ouais, je vous ai mentionné pour les délais de demande de subvention, que c'était autant pour les demandes originales que pour les demandes modifiées. Donc, dans le fond, j'essaie de revenir à mon acétate de délai, là. Ah ben, je les ai ici. Parce que là, actuellement, il y a des périodes qui sont prescrites, qu'on appelle, pour lesquelles on ne peut plus faire de délai. Dans le fond, c'est les périodes de 1 à 10, on ne peut plus revenir en arrière. C'est seulement, là, dans le fond, pour les périodes 11 et suivantes, là, qu'on pourrait toujours faire des modifications. Je dis qu'on ne peut plus, mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que l'ARC permet de modifier des demandes, dans le fond, peu importe les délais, seulement si c'est à la baisse. Dans le cas que ce serait pour augmenter le montant de la subvention, dans le fond, on pourrait toujours le faire, mais il faut communiquer avec l'ARC, puis expliquer la situation, puis eux autres vont analyser s'ils acceptent d'augmenter. Puis encore là, dans le fond, le délai là, est 30 jours. Il faut communiquer avec l'ARC au plus tard 30 jours après le délai. Donc, si je regarde, ça serait maintenant, là, à partir il y aurait la période 10 qui pourrait toujours être encore modifié à la hausse, là, même si le délai du 17 juin est passé, parce que je peux aller 30 jours plus loin, qui me ferait le 16 juillet, là, qui approche quand même rapidement. Là. Puis une dernière question, là, qui est un regroupement de plusieurs questions au niveau des employés liés, là, avec lien de dépendance. Est-ce qu'il y a des choses qui changent pour le PEREC? Est-ce qu'ils peuvent être calculés là, dans le différentiel de rémunération? C'est les mêmes calculs qu'on va faire au fin de la subvention salariale. Donc, un employé qui est lié avec l'employeur, on va avoir notre moindre de trois choses, puis ça nous prend sa rémunération de base. C'est exactement la même chose que pour la subvention salariale. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Alors, ça répond aux questions qu'on a reçues. Je remercie à tout le monde qui était aujourd'hui sur ce webinaire et qui a posé de différentes questions. Si on a dépassé l'heure.
Je vais répondre à certaines autres questions là, qui est plus administratif. Vous savez, ce webinaire est présentement est en train d'être enregistré, donc il sera disponible et vous sera partagé à vous qui sommes inscrits pour que vous puissiez le réécouter. Il devra avoir un courriel qui va être envoyé après la diffusion. Peut-être un autre courriel de rappel. Vous pourrez aussi avoir un lien un peu plus permanent là, pour visionner à nouveau cette conférence. Vous trouverez aussi là, la présentation qui était incluse là, dans ce webinaire. Je vous invite aussi dans le même courrier, dans un autre courriel qui va vous être envoyé à répondre au sondage, au questionnaire d'évaluation pour voir si vous aviez bien apprécié la prestation d'aujourd'hui, voir aussi quel sujet vous voudrez voir là, pour de futurs webinaires. Ça nous aide toujours à nous améliorer là, dans le cadre de cette série que nous vous offrons là, de différents webinaires. Sur là-dessus, je sais que pour plusieurs d'entre vous, hein, on est en exploitation, donc je pense que vous allez bientôt retourner vous occuper de vos établissements. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée aujourd'hui et ça sera au plaisir de vous revoir. Merci. Bonne journée.